Bonjour, je vais présenter durant cet enregistrement l'exercice numéro 1 de la série 2 d'électricité 2. Cet exercice qui comprend deux parties, partie A et partie B. Donc, il y aura deux enregistrements, un concernant la partie A et le deuxième concernant la partie B. Donc, tout d'abord, nous allons lire l'énoncé. Donc, il s'agit d'un câble coaxial cylindrique de longueur L supposée infinie. Donc, le câble est ici. Voilà. Donc, un câble coaxial, c'est-à-dire qu'il y a un conducteur central et un intérieur et un conducteur extérieur ici. Les deux sont de forme cylindrique. Le conducteur intérieur est un cylindre plein de rayon R1 et de longueur L infinie. Et le conducteur extérieur est un cylindre creux avec une épaisseur égale à R3 moins R2 et aussi de longueur infinie. Ces deux cylindres ont le même axe OZ et donc le premier cylindre intérieur, il est parcouru par une intensité de courant I dans le sens de l'axe OZ vers le haut, et le cylindre extérieur, il est parcouru par un courant de même intensité mais de sens opposé vers le bas. Alors ici, donc, il s'agit dans la partie A de calculer le champ magnétique B dans tous les points de l'espace, c'est-à-dire que ce soit ici à l'intérieur, entre les deux cylindres, à l'intérieur du cylindre externe, ici, creux, et puis ensuite à l'extérieur. Donc, partie A, montrer que le champ B est orthoradial et peut se mettre sous la forme B égale BR Eθ. En déduire la forme des lignes de champ. Puis ensuite, calculer les densités de courant volumique J1 et J2 supposées uniformes respectivement à l'intérieur du conducteur central et du conducteur périphérique en fonction du courant I et des rayons R1, R2 et R3. Et dans la troisième question, on nous demande d'appliquer le théorème d'Ampère à un contour C qu'on va préciser. Pourquoi? Puis donner l'expression de la composante B en fonction de R, où R, petit r, est égal module de OM, O étant ici, c'est la projection du point M sur l'axe OZ du cylindre, donc O est ici, du champ magnétique créé au point M en fonction de mu0, perméabilité du vide, I, l'intensité du courant, petit r égale module de OM, R1, rayon du cylindre intérieur, R2, le rayon de la surface intérieure du cylindre externe, et R3, le rayon de la surface externe du cylindre extérieur, ici. Dans chacune des cas suivants de la valeur de R. Vérifier la continuité de B. Donc, il faut vérifier la continuité de B en R1, ici, et puis aussi en R2 et en R3. Et finalement, tracer B en fonction de R. Donc, nous allons traiter cette partie A. Alors, tout d'abord, la première question, donc, montrer que le champ B est orthoradial. Donc, le câble cylindrique d'axe OZ présente une symétrie axiale. Hein, c'est clair, c'est un cylindre de longueur infinie. Donc, il présente une symétrie axiale et pour cela, on va utiliser les coordonnées cylindriques. Les coordonnées cylindriques qui sont R, θ et Z. Par ailleurs, on va étudier donc l'invariance. Si on effectue toute translation parallèle à OZ, ne modifie pas la distribution de I. Donc, toutes les translations selon OZ, parallèle à OZ, pardon, il ne modifie pas la distribution de I, puisque nous avons une longueur infinie. Et toute rotation autour de OZ, non plus, elle ne va pas modifier la distribution du courant. Donc, la densité de courant J de R, θ et Z, cette densité de courant ne va dépendre en réalité que de R, parce qu'il y a donc une invariance de la distribution du courant I
si on fait une translation selon OZ ou bien une rotation autour de OZ. Donc, la densité de courant J ne dépend que de R. Et a fortiori, le champ magnétique B.M ne va dépendre que de R aussi. Donc, le champ est porté par le rayon vecteur, pardon, le module du champ ne dépend que de R. Pour le sens de R, pour le sens de B, pardon, pour le sens de B, il faut utiliser les différentes règles pour déterminer le sens de B. Alors, les différentes règles que vous avez vues en cours, c'est la règle du tire-bouchon, la règle des 3 doigts, l'index, le majeur et le pouce, et le bonhomme d'Ampère. Alors, on peut utiliser par exemple le bonhomme d'Ampère. Cette règle du bonhomme d'Ampère consiste à dire que pour déterminer le sens du champ magnétique en un point M créé par un courant I, il faut placer le bonhomme d'Ampère sur l'axe du cylindre, ici. Il faut le placer ici. Et il faut que le bonhomme d'Ampère soit entièrement retourné devant le point et de manière à ce que le courant entre par les pieds du bonhomme et sorte par sa tête. Et le champ magnétique va être donné par le bras gauche lorsque le bonhomme d'Ampère tend son bras gauche, donc il va être donné par le bras gauche. Donc, si on applique cette règle, par exemple, on va voir que le champ magnétique, il va être orienté selon Eθ. Il est perpendiculaire à ER. Et si on utilise aussi la règle des 3 doigts, pareil. Donc, vous pouvez utiliser avec l'index qui supporte le courant, le champ magnétique qui est donné par le majeur, et puis la force magnétique qui est donnée par le pouce. Donc, on retrouve aussi que le champ magnétique, il est perpendiculaire à EZ et il est selon Eθ. Donc, à partir de ces deux conclusions, le module de B ne dépend que de R et son sens est selon Eθ. Donc, il est orthoradial, c'est-à-dire orthogonal au rayon vecteur OM, orthoradial. Et le module de B ne dépend que de R. Donc, BM égale B de R, Eθ. Il est porté par le rayon vecteur, pardon, par le vecteur unitaire Eθ. Donc, il est perpendiculaire à OM. Et donc, la valeur de B, le module de B, il va être le même, ce module-là, B de R. Si R est constant, B de R va être constant. Donc, tous les points qui appartiennent au cercle de rayon petit r égale module de OM vont avoir le même module du champ magnétique. Et le sens de ce champ magnétique va être pour chaque point porté par Eθ qui va dépendre de la position du point. Donc, les lignes de champ sont des cercles centrés sur l'axe OZ et de rayon OM égale petit r. Alors, deuxième question. Calculer les densités de courant volumique J1 et J2 supposées uniformes, respectivement. Donc, soit J1, la densité volumique de courant dans le conducteur 1 intérieur, et J2, la densité volumique de courant dans le conducteur 2. J1 et J2 sont supposés uniformes respectivement. Alors, dans ces conducteurs, on va pouvoir écrire donc, d'après la relation qui relie l'intensité de courant I, qui est stationnaire, hein, qui ne dépend pas du temps, I égale intégrale, double intégrale de J1 scalaire ds. Ça, c'est la relation qui relie l'intensité de courant I à la densité de courant J1. Et on intègre sur S1, S1 étant la section du cylindre intérieur. Alors, J1, la densité de courant, elle est portée par
OZ, parce que le courant circule selon OZ et a la direction de OZ, donc il est porté par EZ, le vecteur unitaire de l'axe OZ, DS, et DS orientée, la surface orientée, elle est orientée vers l'extérieur, donc elle est aussi DS vecteur, elle s'écrit DS, module de DS, EZ. Donc, dans cette écriture-là, nous avons EZ scalaire EZ égale 1, et il nous reste intégrale ou double intégrale de J1 DS. Sachant que J1 est uniforme, donc constant, donc on le sort de l'intégrale, et il nous reste J1 double intégrale sur DS. On intègre donc sur la section totale du conducteur intérieur, et cette section, c'est S1 qui vaut pi R1 au carré. C'est la surface de la section circulaire du cylindre intérieur. Donc, l'intensité I qui circule dans le câble intérieur est égale à J1 pi R1 carré, à partir de laquelle on peut déduire J1. À partir de cette égalité d'en haut, on peut déduire l'expression du vecteur densité de courant volumique J1. J1 est égal à I sur pi R1 carré, et puis il est porté par l'axe OZ selon EZ, donc vers le haut. Alors, de même, dans le cylindre intérieur, le conducteur extérieur, l'intensité de courant I qui circule est égale à double intégrale de J2 ds. Alors, ici aussi, on aurait pu mettre les vecteurs, et on va voir que de toutes les manières, on va tenir compte du sens de I dans la relation finale qui va suivre. Donc, J2 étant uniforme, on le sort de l'intégrale, et j'intègre sur la section du câble 2 ds. Alors, cette section, c'est en fait la différence entre la surface circulaire, on va aller voir la figure pour vous expliquer ceci. Donc, il s'agit de cette section-là. Alors, cette section, ce n'est rien d'autre que la surface totale de ce cercle de rayon R3, c'est-à-dire pi R3 au carré, moins la surface de ce cercle de rayon R2, moins pi R2 au carré. Donc, il me reste la surface de cette couronne circulaire. Donc, l'intensité I qui circule dans le cylindre, dans le conducteur extérieur. Voilà. Donc, I est égal à J2 pi R3 carré moins pi R2 au carré. Ce qui me donne J2 égale I sur pi facteur de R2 au carré moins R3 au carré, pardon, moins R2 au carré. Alors, ceci, on l'a trouvé de manière simplifiée. On aurait pu aussi utiliser les coordonnées cylindriques pour déterminer cette surface de la couronne circulaire. Alors, pour cela, on aurait pu utiliser donc les coordonnées cylindriques, c'est-à-dire I égale J2, je la sors de l'intégrale parce qu'elle est uniforme, double intégrale sur le câble 2 de ds, et ds en coordonnées cylindriques, ce n'est rien d'autre que R dr dθ, où θ va varier entre 0 et 2π, et petit r, elle va varier entre R2 et R3, le rayon de la surface interne du cylindre extérieur, et R3, le rayon de la surface externe du cylindre extérieur. Donc, ce qui me ramène au même résultat qu'avant, c'est-à-dire J2 fois θ entre 0 et 2π, c'est-à-dire 2π, multiplié par R2 sur 2 pris entre R2 et R3, ça veut dire R3 carré sur 2 moins R2 carré sur 2. Donc, on obtient le résultat par les deux méthodes. Alors, tenons compte de la circulation dans le sens opposé de l'axe OZ du courant I dans le cylindre extérieur. Le vecteur densité de courant volumique J2 dans le cylindre extérieur s'écrit J2 égale moins J2, module de J2, EZ. Il est porté par moins EZ. Donc, c'est égal avec un signe moins que je vais introduire ici dans
l'expression-là, donc moins I sur pi R3 carré moins R2 carré EZ. Donc, le courant dans le câble extérieur, le conducteur cylindrique extérieur, circule selon moins EZ avec cette densité de courant J2. Alors, troisième question. En appliquant le théorème d'Ampère à un contour C, que l'on précisera, donner l'expression de la composante B de R du champ magnétique créé au point M en fonction de mu0 I petit r, R1, R2, R3 dans chacun des cas suivant la valeur de R. Donc, c'est ce que nous allons faire. Alors, pour le théorème d'Ampère, il est clair que, comme on vient de le voir, les lignes de champ sont des cercles concentriques du centre O et d'Orient petit r. Donc, le contour d'Ampère fermé adéquat à choisir pour déterminer le champ magnétique B à partir du théorème d'Ampère, c'est un cercle de rayon petit r égale OM. Alors, le théorème d'Ampère, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'intégrale, la circulation du champ magnétique B sur un contour fermé C, la circulation de B sur ce contour fermé C est égale à mu0 multiplié par les courants enlacés par le contour fermé. Donc, l'application de ce théorème d'Ampère va se faire selon la position du point M par rapport à l'axe OZ. Alors, pour cela, donc, nous allons considérer les différents cas. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, si pour un R constant, B de R est le même. Et donc, pour calculer la première partie, ici, le terme de gauche du théorème d'Ampère, donc on va calculer ceci. Donc, on a dit tout à l'heure, on a montré que le champ magnétique B, il est porté par Eθ. B s'écrit BR Eθ. Et DL, c'est un élément du contour fermé. Il s'écrit donc petit dl Eθ. Il est tangent à Eθ. Il est porté par Eθ aussi. Donc, Eθ scalaire Eθ est égal à 1. Il me reste BR est constant pour le même R, parce qu'on est sur le cercle. Donc, on peut le sortir de l'intégrale et j'intègre sur dl, c'est-à-dire sur le contour fermé ici, C, fermé là. dl, donc j'intègre entre 0 et 2πr. Donc, petit l va varier de 0 au périmètre total du cercle ou bien du contour du théorème d'Ampère sur lequel moi j'intègre. Donc, ce terme de gauche va être égal à 2π petit r multiplié par b de r. Et pour le deuxième terme de l'égalité du théorème d'Ampère, c'est-à-dire mu0 i enlacé, il faut considérer donc différents cas selon la position de m, selon petit r. Donc, on va voir qu'il y a 4 cas à considérer selon la position. Et d'ailleurs, le schéma suivant illustre parfaitement ce qu'on va faire. Donc, selon la position de m, on aura si OM ici égale petit r inférieur à R1, et puis si petit m se trouve ici, grand M se trouve ici, c'est-à-dire si R est compris entre R1 et R2, aussi le troisième cas, R, petit r compris entre R2 et R3, et puis finalement, lorsque petit r est supérieur à R3. Alors, pourquoi ceci? Parce que les courants enlacés vont changer selon la position de M. Alors, nous allons donc considérer le premier cas où petit r est inférieur ou égal à R1, c'est-à-dire ici, ce cas-là. Alors, on voit que lorsqu'on considère ce cas, le courant enlacé ici, c'est ce qu'on va appeler le courant I1, l'intensité de courant I1, et on va calculer cette intensité de courant I1 en fonction de l'intensité du courant I. Alors, donc I1 va être égal à double intégrale de J1 scalaire ds. J1 étant uniforme. Et ici ds, lorsqu'on va intégrer, on va intégrer sur cette section. Cette section dont la surface est égale à
pi petit r au carré. Donc, dans cette intégrale-là, J1, le vecteur J1, c'est égal à J1 EZ. Je suis à l'intérieur, donc le courant circule selon EZ. DS EZ, la section elle est orientée vers l'extérieur, hein, elle est orientée vers l'axe OZ. Donc, ça me donne J1 uniforme. Je le sors de intégrale sur la section circulaire d'Orient petit r. Donc, c'est J1 pi r au carré. Donc, I1 égale J1 pi r au carré. Et je remplace J1 par son expression que j'ai trouvée tout à l'heure. J1 étant uniforme, c'est la densité de courant uniforme qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc, c'est I sur pi grand R1 au carré. Et donc, finalement, I1, c'est égal, je remplace J1 par sa valeur, par son expression. Donc, c'est égal à I, donc les pi se simplifient, I petit r carré sur R1 carré. Donc, ça, c'est l'expression de I1. Donc, le courant enlacé par ce contour fermé, C1, dans le calcul du théorème d'Ampère, c'est cette intensité de courant-là. Donc, lorsque j'applique le théorème d'Ampère, je vais avoir, dans le cas où R, petit r est inférieur à R1, je vais avoir donc BR, ici, B de R, multiplié par la circulation totale de ce champ magnétique sur le contour fermé de rayon petit r, égale mu0 I1, le courant enlacé par le contour fermé, égale mu0 I. Donc, je remplace I1 par son expression ici, R carré sur R1 carré. Et finalement, le vecteur champ magnétique B de R égale mu0 I sur 2pi R carré sur R1 carré, Eθ. Il est porté par Eθ comme on l'a vu dans la première question. Alors, deuxième cas, si petit r est compris entre R1 et R2, c'est-à-dire ici. Si mon point où je calcule le champ se trouve là, alors dans ce cas-là, le courant enlacé, ça va être tout le courant qui circule dans le câble, ou plutôt le conducteur cylindrique intérieur, ici. Donc, I enlacé est égal à plus I, parce qu'il est orienté selon l'axe OZ. Et le contour fermé sur lequel je calcule la circulation de mon champ magnétique, on va l'appeler ici C2. C2. Et donc, l'application du théorème d'Ampère à ce contour fermé est la suivante. Donc, l'intégrale, plutôt la circulation de B sur le contour fermé C2 est égale à mu0 I enlacé. Cette circulation B étant constante sur le contour C2, il ne dépend que de petit r qui est constant, donc c'est B de R. Je multiplie l'intégrale sur le contour fermé C2 de rayon petit r, c'est-à-dire c'est le périmètre du cercle, de pi r égale mu0 I, l'intensité du courant qui circule dans le câble intérieur. Donc, le vecteur champ magnétique B de R, lorsque petit r est compris entre R1 et R2, ici, c'est égal à finalement à mu0 sur 2pi r I Eθ. Ça, c'est pour le cas où petit r est compris entre R1 et R2. Troisième cas, si petit r est compris ici, petit r est dans le cylindre extérieur, c'est-à-dire il est compris entre R2 et R3. Il se trouve ici, à l'intérieur de ce cylindre. Alors, les courants enlacés dans ce cas, c'est le courant, l'intensité du courant I qui parcourt le conducteur intérieur cylindrique et qui est orienté vers le haut, et une partie, ici, de l'intensité du courant qui circule dans le conducteur externe et qui est plutôt vers le bas. Il circule en sens opposé. Donc, l'application du théorème d'Ampère dans ce cas-là va se faire sur ce contour fermé C3. Et donc, pour tous les points de C3, le champ magnétique, le module du champ magnétique est le même parce qu'il ne dépend que du module petit r, du vecteur OM.
Donc, la circulation de ce champ magnétique, voilà, la circulation, ça va être donc B scalaire dl, ça va être BR de pi R, comme avant. Et pour la deuxième partie, pour le courant, donc on va calculer les courants enlacés. C'est plutôt la deuxième partie de l'égalité qu'il faut traiter davantage parce que nous avons une partie de l'intensité de courant qui circule dans le conducteur externe qui est considéré là. Alors, donc, I enlacé, le courant enlacé dans le cas considéré ici au petit r est compris entre grand R2 et grand R3, ça va être égal à I plus I' avec I' égale J2 intégrale de J2 scalaire ds. Alors, J2 étant uniforme, c'est égal à J2 égale moins J2 EZ, parce que c'est dans le sens de moins EZ, c'est vers le bas. ds, c'est la section, c'est cette section-là orientée vers l'extérieur. Elle est orientée selon ce vecteur petit n orienté vers l'extérieur, c'est selon EZ. Donc, EZ scalaire EZ égale 1 et il me reste moins J2 que je sors parce qu'il est uniforme, J2 compris entre l'intégrale de ds. ds, je prends l'expression de ds en coordonnées cylindriques, r dr dθ. Donc, pour dθ, j'intègre sur dθ entre 0 et 2π, et pour petit r, elle varie entre R2, ici, R2 et petit r. Donc, finalement, I' va être égal à moins 2πj2 multiplié par r carré sur 2 de cette intégrale, ici r carré sur 2, compris entre grand R2 et petit r, c'est-à-dire 1 demi de petit r carré moins R2 au carré. Et donc, I', finalement, voilà, désolé, je suis partie plus bas. Donc, I' finalement est égal à moins. Alors, on remplace J2 par son expression qu'on a trouvée tout à l'heure, et on simplifie par le pi et les différents facteurs, et on trouve I' égale moins I, R petit r carré moins R2 carré sur R3 au carré moins R2 au carré. Alors, le signe moins traduit le fait que notre courant circule dans le câble extérieur, c'est-à-dire selon moins EZ. Alors, finalement, le courant total enlacé, I, c'est égal au courant intérieur du cylindre intérieur, I, plus ce courant-là qui circule dans la partie englobée par le contour C3 du cylindre externe. Donc, le courant enlacé total est celui-là, donc après réduction au même dénominateur ici, et simplification par, donc c'est R3 carré moins R2 carré, moins R au carré plus R2 carré, ce qui me donne finalement I facteur de R3 au carré moins petit r au carré sur R3 au carré moins R2. Et donc, j'applique le théorème d'Ampère, Donc, la circulation de B sur le contour fermé C3, c'est B module de B qui dépend de R multiplié par 2PR égale mu0 I enlacé, qui me donne finalement l'expression de ce module qui est ici. Et le champ magnétique B de R, il est porté donc par Eθ, et son module dans le cas présent est égal à mu0 I sur 2πr, R3 au carré moins R au carré sur R3 au carré moins R2 au carré. Alors, il nous reste le dernier cas, le cas où petit r est supérieur à R3. Alors, dans le cas où petit r est supérieur à R3, c'est le quatrième cas. Donc, le contour ici, donc le point M se trouve à l'extérieur du câble coaxial. Le contour fermé, c'est le contour en pointillé ici, c'est le contour C4. Et
qu'est-ce qu'on voit? Ce contour fermé, il va englober les deux courants, le courant I qui circule dans le câble intérieur et le courant dans le sens OZ, EZ, et le courant I qui circule dans le câble extérieur et qui est orienté vers le bas. Donc, la somme des deux courants va être égale à 0. Alors, lorsqu'on applique le théorème d'Ampère dans le cas présent, on aura donc la somme du courant enlacé par le contour C4, c'est I moins I égale 0. Et l'application du théorème d'Ampère, c'est B de R multiplié par 2 pi R qui est le périmètre du cercle du contour C4 égale à 0. Et le vecteur champ magnétique en M lorsque M est à l'extérieur est un champ nul. Donc, à l'extérieur du câble coaxial, il n'y a pas de champ magnétique parce que les courants qui circulent dans les deux câbles sont de sens opposé. Alors, quatrième question, on vous demande de vérifier la continuité de B. Donc, nous allons vérifier la continuité de B dans les différents rayons. Alors, je résume ici l'expression du champ magnétique, du module du champ magnétique B de R selon les 4 cas. Hein. Donc, ici, ce sont les différentes expressions obtenues pour le champ magnétique, pour le module du champ magnétique B pour les 4 cas. Alors, on va étudier la continuité pour R1, c'est-à-dire est-ce que la valeur de B de R à gauche de R1 est égale à la valeur de B de R à droite de R1, de ce côté-là. De même, pour R2, on va voir si la valeur à gauche en R2 est égale à la valeur à droite ici en R2. Et de même pour R3, est-ce que la valeur à gauche en R3 est égale à la valeur, c'est-à-dire 0, de R en R égale R3. Alors, on va étudier la continuité et on va voir qu'effectivement, voilà. Donc, si on regarde pour R1 ici, BR1 plus, donc à droite, BR1 plus c'est égal mu 0 I sur 2 pi R1. Et BR1 moins c'est égal mu 0 I sur R1 ici sur R1 carré, c'est-à-dire mu 0 I sur 2 pi R1. Donc B est continu en R1. Alors pour R2, pareil, on va voir à droite et à gauche. Donc ici, on va avoir, ici pour R2, ça c'est à gauche 1 sur R2, mu 0 I sur 2 pi R2. Et pour R2 moins, pour R2 plus, c'est ici. Hein. Donc on va avoir R3 moins R2 au carré sur R3 au carré moins. Donc c'est 1, mu 0 I sur 2 pi R2. Donc le champ magnétique, il est continu en R égale R2. Alors, pour R3, à gauche de R3, on va avoir R3 au carré moins R3 au carré, c'est-à-dire 0. Et à droite de R3, B de R est égal à 0. Donc, B est continu en R3. Alors, cinquième question, tracer les graphes. Alors, pour les graphes, on va regarder donc à partir de l'évolution du champ magnétique qui est là. Donc ici, pour R inférieur à R1, nous avons une évolution qui est linéaire en petit r. Pour R compris entre R1 et R2, elle est en 1 sur R. Et pour R2, pour petit r compris entre R2 et R3, elle est en moins R carré, donc une branche parabolique vers le bas. Et puis finalement, elle s'annule pour R supérieur à R3. C'est ce qu'on retrouve ici avec la continuité de B pour R égale R1, R2 et R égale R3. Donc, voici l'évolution de B de R en fonction de petit r. Donc, variation linéaire ici, puis décroissance en 1 sur R, puis ici une branche en moins R2, moins R au carré, ici, pardon, et puis ici, le champ qui s'annule ici. Voilà.